accueillir les étudiants au cabinet, accepter de tirer un bénéfice d'un autre regard sur sa pratique, participer au développement des compétences des étudiants. Et ça, c'est un rôle qui est vraiment dévolu au maître de stage et qui est souvent j'allais dire, pas forcément mise en avant, mais ce qu'on attend d'un maître de stage, c'est bien qu'il ait un rôle d'enseignant auprès des étudiants, c'est-à-dire qu'il les aide, hein, qu'il les accompagne dans le développement de nouvelles compétences. Alors, les pédagogues définissent une compétence comme un savoir agir complexe en situation. Ça veut dire quoi? Tout simplement que bah, l'étudiant vient avec ses connaissances, vient avec ce qu'il sait faire et souvent ce qu'il ne sait pas encore trop faire. Au milieu de tout ça, il doit mettre ses connaissances en action d'une certaine manière avec l'interaction avec le patient, l'entourage, les autres professionnels. Et tout ça, bah, c'est souvent relativement complexe et ça se met en place très progressivement au cours du cursus. Et notre rôle, c'est justement de les accompagner dans cette démarche-là. Le, je dirais le pendant de ça, ou en tout cas le cliché qu'on peut en avoir, c'est ce qu'on peut appeler le compagnonnage au sens, on va dire, basique du terme. Être maître de stage, c'est pas juste avoir un étudiant à côté de soi et estimer que, il va avoir une transpiration comme ça dès qu'on ait des connaissances, des compétences qui vont l'atteindre et qui vont le pénétrer et qui va être meilleur une fois sorti du stage avec nous, mais bien d'être dans une position d'acteur et de le rendre véritablement un acteur de sa formation. Donc ça s'apprend. Et bah, finalement, un dernier élément qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que le fait de devenir maître de stage contribue énormément à renforcer la formation ambulatoire en médecine générale de nos étudiants et au-delà à vraiment consolider la filière universitaire de médecine générale. Alors les plus anciens, mais pas trop quand même, se souviendront qu'il y a la filière de médecine générale existe depuis 10 ans à l'université, enfin un tout petit peu plus, maintenant 11 ans. Donc c'est encore une filière toute jeune. Et avant ça, bah, la formation des médecins généralistes était faite par d'autres spécialités que la médecine générale. Et j'ai envie de dire, on est encore à se battre pour ça, puisque bah, pas plus tard qu'il y a 15 jours, le ministère nous a annoncé que à partir de cette année, il y aurait plus de budget pour recruter de nouveaux postes d'enseignants en médecine générale et que il faudrait que ce soit les universités qui se débrouillent avec ça, ce qui évidemment n'est pas du tout viable. Donc, il y a un bras de fer qui s'engage avec le ministère là-dessus, mais tout ça pour illustrer le fait que bah, c'est un combat de tous les jours et en étant maître de stage, bah, on contribue de sa position d'acteur dans un cabinet à cette formation ambulatoire des médecins généralistes. Alors, bon, ça c'est un peu théorique. De manière plus pratique, pourquoi est-ce qu'on veut absolument renforcer la présence des étudiants dans les cabinets de médecine générale? Bah, c'est parce que une étude déjà ancienne, mais remise au goût du jour au travers du carré de White, montre que la prévalence des problèmes de santé, bah, elle est importante en population générale et surtout bah, elle est très différente entre les consultations médicales en cabinet et les consultations ou les hospitalisations au CHU. Et on considère que sur 1000 personnes, donc c'est le grand carré, sur 1000 personnes qui font face à un problème de santé, il y en a 800 qui vont ressentir un symptôme et il y en a 217 qui vont aboutir à une consultation de médecine, dont 113 en médecine générale. Vous voyez déjà que le rapport est de 1 pour 10 entre les personnes avec un problème de santé et les personnes qui consultent. Donc les 113, ça c'est nous qui les voyons. Et si on va jusqu'au bout du petit carré rouge, là, le petit point qu'on voit là, il y en a moins de une qui va finir par être hospitalisée au CHU. Donc, si on expose les étudiants à des situations au CHU où, allez, on va dire, on va être plus large, 8 qui sont hospitalisés, bah, ils vont voir une facette de la médecine qui correspond pas du tout à celle que nous, on va voir en médecine générale, qui est bah, une population beaucoup plus large. Et c'est pas à vous que je vais apprendre que quand on a des céphalées fébriles qui passent la porte du cabinet, on leur saute pas dessus pour leur faire une PL, alors que c'est exactement ce qui se passe aux urgences aujourd'hui. Et forcément, ça s'explique par cette différence de prévalence entre les patients qui se présentent en médecine générale et ceux qui se présentent aux urgences de l'hôpital.
Donc, il faut qu'on expose nos étudiants aux patients qui verront ensuite. Alors, quel statut? Il y a deux choses importantes. Pour être maître de stage, il faut obtenir le label, entre guillemets, de praticien agréé maître de stage des universités. Donc, c'est un arrêté qui définit ce statut et qui suppose trois choses. La première, que vous serez rattaché à l'université, que vous êtes devenu un personnel de l'université. Alors, pas forcément un fonctionnaire, hein, ça on verra tout à l'heure le statut exact, mais en tout cas, vous êtes quand même rattaché à l'université et vous avez l'onction de l'université comme enseignant de médecine générale. Ça veut dire que vous êtes rémunéré par l'université, donc bonne nouvelle, vous ne le faites pas bénévolement, comme trop souvent en médecine générale. Vous serez payé pour le faire. Et bah, en contrepartie de tout ça, forcément, il y a un certain nombre d'exigences pédagogiques que l'université va avoir, que le département de médecine générale va avoir, et qui sont maintenant prévues par la loi, puisqu'il y a eu là encore un arrêté qui est paru l'an dernier qui définit la formation minimale que doit suivre un praticien agréé maître de stage des universités. Il faut savoir que c'est un statut qui a été développé pour la médecine générale, mais qui maintenant est ouvert à toutes les spécialités. Et vous commencez à avoir d'autres spécialités qui sont aussi maîtres de stage. Alors, c'est très timide en Alsace, il y en a une dizaine actuellement, mais voilà, ça a tendance à croître. Pour ce qui est de la médecine générale, alors être praticien agréé maître de stage des universités, ça suppose d'avoir une activité de médecine générale. Donc c'est pour ça que le pendant de ce statut, c'est bien d'être médecin généraliste, avec des pratiques qui sont compatibles avec les standards internationaux, donc qui sont bah, pas des pratiques totalement déviantes ou folkloriques ou tout ce que vous voudrez. Des pratiques qui sont compatibles avec l'accueil d'étudiants. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que on va quand même vous demander de justifier votre niveau d'activité, tout simplement parce qu'il faut à la fois que l'étudiant soit exposé à suffisamment de consultations et à la fois qu'il ne soit pas exposé à trop de situations. Si vous faites de l'abattage, avoir 50 personnes par jour, bah, forcément, ça pourra pas aller pour former un étudiant à côté de ça puisqu'il va falloir que vous preniez du temps aussi pour les débriefings, les supervisions. Et à l'inverse, si vous êtes un jeune installé, mais encore qu'un jeune installé qui commence avec 3 actes par jour, il n'y en a plus beaucoup, mais en tout cas, ça dure pas très longtemps. Mais en tout cas, voilà, on vous demande aussi d'avoir un niveau minimal d'activité pour que bah, l'étudiant puisse être avec vous suffisamment longtemps pour voir suffisamment de situations. Et on va vous demander de vous former régulièrement. Alors, en l'occurrence, et pour être très clair, on va vous demander une formation initiale à la maîtrise de stage, ça on va y revenir, et on va vous demander de vous reformer tous les 3 ans au travers d'une formation pédagogique pour pouvoir continuer à accueillir des étudiants. Est-ce que sur les questions de statut, ça va? Vous avez des questions peut-être? Comment concrètement ça se traduit la conformité aux standards internationaux? Alors ça, c'est une très bonne question. C'est sûr qu'on va pas venir voir dans votre cabinet si vous pratiquez de la bonne médecine, hein. Bon, en pratique, enfin, ça reste un élément assez théorique, mais pas tant que ça non plus. On a, je vais dire chaque année, parce que c'est quasiment ça, des remontées d'étudiants qui nous font part de maîtres de stage qui ont une pratique totalement déviante sur un certain nombre d'éléments. Donc, bah, quand on a ces remontées-là, la première chose qu'on fait, c'est on prend contact avec le confrère concerné et on en discute, quoi. Et on voit si c'est quelque chose de ponctuel, si c'est quelque chose d'habituel, si c'est quelque chose de complètement folklorique ou pas, quoi. Pour vous donner un exemple très concret, on a eu un signalement d'un étudiant là cette année alors c'est pas de la pratique conforme aux standards, c'est plus de la pratique compatible à l'accueil d'étudiants, mais un praticien qui faisait 50 téléconsultations par jour et qui demandait à son interne de faire ces 50 téléconsultations en plus d'une trentaine de consultations physiques sur une journée.
Alors l'étudiant était de bonne volonté, hein, donc il s'est pas plaint du tout de tout ça. Il était très content au bout de 2 mois d'y arriver. Et puis un peu au détour d'une discussion avec l'étudiant, on a vu son niveau d'activité et on a dit non mais c'est juste pas possible de faire ça. Et pour le coup, pour aller jusqu'au bout de l'histoire, quand on en discute avec le maître de stage, bah, lui, son mode de fonctionnement, c'est celui-là. Il voit pas forcément le problème pédagogique qu'il y a derrière. Bon, bah, on a revu les choses avec lui pour réaménager le stage et pour qu'il se passe différemment pour l'étudiant, parce que clairement, on n'est pas dans le cadre de ce qui peut être compatible pour l'accueil d'un étudiant. Pierre, c'était par rapport à quelque chose en particulier que tu demandais les standards internationaux? C'était par rapport à l'homéopathie, par exemple, ou... Aussi, parce que ça nous correspond plus à ce qui est préconisé. Donc, de toute façon, effectivement, on en fait de moins en moins, mais j'ai quand même des patients qui ont des demandes de ce type-là, surtout qu'il y a un certain nombre de collègues qui se sont arrêtés, comme voilà, tu les connais, hein, les Oui, bien sûr. de Colmar, et donc ce genre de patients ont tendance à se rabattre sur moi parce que j'ai cette étiquette qui me reste, et je suis parfois obligé justement de préciser, attention, je ne fais pas de médecine anthropologique, je ne fais pas ceci ou cela, que les gens pensent pouvoir attendre de moi à cause de, voilà, de cette connotation. Donc, si effectivement on répond à ce genre de demande avec des prescriptions qui sont de moins en moins nombreuses, puisque tout ce qui a été déremboursé finalement, c'est devenu assez dissuasif, quoi, finalement. Mais bon, il arrive qu'on fasse quand même des prescriptions de choses qui ne sont pas forcément validées par la faculté. Donc, voilà, Alors, c'était si je peux me permettre, moi, juste une réflexion pour moi. Yannick, tu nous diras si c'est OK ou pas pour toi, mais moi aussi, je fais de l'homéopathie parce que j'ai mon diplôme d'homéopathe. Mais toujours, les étudiants, je leur dis bien, bon, ça, c'est une spécialité à part. Et si tu veux qu'on en parle, on en parle. Si tu veux pas qu'on en parle, on n'en parle pas. Il y en a qui ont envie et qui sont curieux et qui sont désireux de comprendre comment ça marche, etc. Donc, je leur explique. Et puis, ceux qui veulent pas du tout en entendre parler, moi, j'ai aucun problème avec ça, hein. C'est, voilà. De toute façon, on n'utilise pas cette médecine-là de façon exclusive. C'est toujours un apport. Donc, je ne pense pas qu'on puisse nous le reprocher. Oui, c'est exactement ça, hein. Tant que c'est pas une pratique exclusive, il n'y a aucun souci. Voilà. Après, l'élément que j'ajouterais, c'est que l'étudiant en lui-même doit pas être en autonomie du coup dans des situations comme celle-là. S'il y a des consultations d'homéopathie alors qu'il y connaît rien, faut pas le mettre en autonomie dans ces situations-là. Mais j'allais dire ça coule de source, quoi, hein. Je veux dire, on va pas lui proposer une consultation à laquelle il va pas savoir répondre, quoi. Ou si c'est juste pour recopier une ordonnance, je pense que c'est le patient qui va pas s'y retrouver, quoi. Mais bon, voilà. En tout cas, de ce point de vue-là, il y a pas de difficulté particulière. Ça répond à ta question, Pierre? oui, tout à fait. De toute façon, c'est une corde à notre arc, hein, c'est pas. Voilà, tout à fait, c'est ça. Et je vais peut-être prendre un autre exemple d'actualité. On a été questionné par des maîtres de stage actuels qui réfléchissent plus ou moins activement à se déconventionner, à passer en secteur 3. Enfin, secteur 3 qui n'existe pas, mais en tout cas à se déconventionner. Et du coup, là, clairement, ça c'est une limite pour nous parce que on sait que là, on va sélectionner des patients qui sont pas les patients de la population générale avec un accès aux soins qui sera pas le même. Et là, pour le coup, on pourra pas continuer à les garder comme aide de stage. Alors, c'est désolant parce que ça ne touche absolument pas aux pratiques pédagogiques du maître de stage, mais c'est plus un problème d'organisation qui va faire que ce sera pas possible. D'accord. Ah, ah bon, pourtant, enfin, selon le quartier dans lequel on exerce, ça sélectionne aussi un peu le type de patientèle, non? Vous pensez pas? Enfin, c'est dommage de se dire que ça va sélectionner que des gens aisés, c'est ça que vous voulez dire par rapport à ça? Ah bah par définition, oui. Oui, mais selon où vous exercez, c'est déjà le cas. Oui, mais c'est une question de principe, ça, Cécile. C'est la faculté, c'est pas possible qu'on. Moi, je suis d'accord avec Yannick, je comprends très bien. On a signé une convention, si on se déconventionne, ben,
Ça va Alors, pas. ouais, en fait, alors il y a plusieurs choses. Il y a d'une part le fait qu'il y a une charte des MSU qu'on demande effectivement à chaque MSU de signer avec bah, ce que je disais là, être conforme aux standards internationaux, avoir une Oui, oui. pratique, etc. Mais au-delà de ça, si vous êtes installé au plein cœur de la Robertso avec une patientèle plutôt aisée autour de vous, le fait même d'être dans cette position-là va pas être un élément bloquant pour quelqu'un qui a la C2S pour venir vous Mm, voir. Alors que si vous êtes complètement déconventionné, bah, clairement, là, il y a mm. un point. D'accord. Bon, je vous rassure, ça concerne. Enfin, a priori, on a l'exemple d'une personne là qui est concernée dans l'Alsace, hein, donc c'est pas non plus. Alors, si j'avance un tout petit peu, mais ça va rejoindre ce que j'ai déjà dit, ce qui va changer dans vos cabinets, c'est déjà bah, l'organisation de votre cabinet. C'est déjà permettre l'accueil de l'étudiant. Donc, bon, bah, ça va de soi, mais il faut lui faire une petite place dans votre cabinet. Et voilà, si c'est un peu mieux que juste un tabouret derrière vous, c'est super. Mais ça, en général, ça se passe plutôt bien. Là où c'est peut-être un tout petit peu plus compliqué en ce moment, c'est de revoir aussi l'organisation de son temps de travail. Pourquoi? Parce que quand on a un étudiant avec soi, il faut prévoir des temps de débriefing. Il faut bah, déjà débriefer au fur et à mesure des consultations. Ça, on le fait assez naturellement entre deux consultations. Et c'est souvent des débriefings assez courts. Mais au-delà de ça, il faut prendre un temps, idéalement par demi-journée, pour rediscuter des situations qui ont été vues, voir un petit peu ce que l'étudiant en a retenu, et puis éventuellement aussi apporter quelque chose, nous, de notre côté. Il faut bien sûr organiser sa consultation avec bah, le fait que les patients doivent être prévenus qu'il y a un étudiant. Alors ça, c'est surtout au début quand ils n'ont pas l'habitude. Après, quand ils ont l'habitude, bah, c'est comme le patient que j'ai vu hier qui me dit, oh, bah, dis donc, vous êtes tout seul aujourd'hui. Je dis, oui, c'est pas habituel le mardi après-midi. Normalement, il y a quelqu'un, mais elle est à la faculté. Donc, voilà. C'est les études, c'est les patients qui vous feront remarquer que vous êtes seul. Donc là, le problème est différent. De toute façon, on a un papier qu'on nous donne hein, quand on est maître de stage, qu'on affiche dans la salle d'attente. Les gens sont au courant et puis on met le nom à chaque fois qu'ils changent en fait, hein. Comme ça, ils Oui, et savent. puis en général, l'étudiant est là, il se présente. Enfin bon, ça se passe très bien dans l'immense majorité des cas, hein. Il y a quelques fois où les patients vont demander à être vus seuls par le médecin. Voilà, bon, ça arrive, mais c'est exceptionnel. Et puis du coup, l'étudiant, bah, il fait un boulot à côté, dans une pièce à côté, s'il peut, par exemple dans la salle où on prend le café ou quelque chose comme ça. On trouve toujours. Et du coup, les stages sont organisés alors selon le type de stage, en binôme ou en trinôme. Donc, vous aurez jamais un étudiant pendant 6 mois à temps plein. Tu fais du Euh, bruit. Vous aurez jamais un étudiant pardon, à temps plein sur les 6 mois, mais souvent, ça va être sur 2 mois, sur 3 mois, ou alors un jour et demi par semaine, selon la configuration du stage. En tout cas, l'étudiant, lui, il va être en stage 8 demi-journées par semaine. Tu peux rappeler le temps d'une demi-journée? Je crois que c'est 3 heures. Oui, alors c'est des demi-journées administratives, hein. Donc effectivement, on va dire que 3 heures, 3h30, c'est une demi-journée. Et bon, en pratique, je pense qu'on fait tous 3 demi-journées par jour. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que je précise, quoi, hein. Hmm. Ouais, il ne s'agit pas d'avoir l'étudiant avec vous de 8h à 20h. Voilà, pour lui, ça fera un peu trop et ce sera contre-productif. Alors, quels étudiants? Bah, c'est là où c'est peut-être un peu plus concret. Il y a 2 cycles, évidemment, où on accueille des étudiants. Les étudiants de deuxième cycle, donc les anciens externes, ils ont un stage actuellement d'1 mois en médecine générale qui est, allez, je vais dire obligatoire, même si là, à la fac, ils ont toujours encore du mal avec le fait qu'ils aillent en stage chez le médecin généraliste. Mais on va rester sur le principe qu'ils ont 1 mois à faire de manière obligatoire, et même un peu plus, puisque en 6e année, maintenant, ceux qui se destinent à la médecine générale sont censés refaire un deuxième stage de médecine générale chez un médecin généraliste. Bon, on n'y est pas encore, ce sera l'année prochaine, mais sachez qu'en tout cas, ça risque de venir. Ce sera Pourquoi? aussi un mois, pardon. J'ai pas entendu, Cécile, Ah, excuse-moi. aussi un mois. C'est 6 semaines, a priori. Ah oui, d'accord. Mais bon,
les calendriers sont difficiles à terminer, à boucler, donc c'est encore un peu en suspens cette histoire. Mais du coup, j'insiste sur le deuxième cycle. Pourquoi? Parce qu'on est un peu dans une phase de transition là avec la réforme du deuxième cycle. Bon, il y a toujours eu, enfin, ça fait longtemps qu'il y a des stages en deuxième cycle, hein. Mais là, depuis 2 ans maintenant, avec la réforme du deuxième cycle, ça a été un petit peu revu. Et surtout, les dates des créneaux de stage chez le médecin généraliste ont été revus avec parfois des stages qui vont du 15 au 15 au lieu du 1er au 31. Et le changement a été un peu brutal pour certains maîtres de stage, donc on en a perdu quelques-uns en cours de route. C'est la fac qui gère ça pour le moment et on est en train au niveau du DMG de reprendre un petit peu la situation en main parce que l'organisation est vraiment perfectible, on va le dire comme ça. Et du coup, on est à la recherche active de maîtres de stage en deuxième cycle. L'avantage du deuxième cycle, c'est qu'actuellement, en tout cas, on ne demande pas de formation particulière pour débuter l'accueil des étudiants. Alors, on va demander effectivement que chaque maître de stage se forme, mais en tout cas, ce ne sera pas un préalable. Et l'autre chose, c'est que pour le deuxième cycle actuellement, on ne demande pas d'agrément pour être maître de stage. Donc, les démarches administratives sont également simplifiées. Donc j'ai envie de dire, si vous voulez débuter l'accueil d'étudiants en médecine générale, enfin d'étudiants dans vos cabinets, c'est possible en deuxième cycle quasiment dès demain ou dès le mois prochain, puisque on est à la recherche de maîtres de stage et qu'on en a de loin pas assez pour accueillir tout le monde. Donc voilà, si ça vous intéresse, avec grand plaisir, j'ai mis mon mail à la fin du diaporama, donc n'hésitez pas. Et Pour juste Mais le une deuxième cycle, Je me oui, pardon. permettre, c'est un stage d'observation, du coup, ce ne sera pas de supervision directe du tout. C'est vraiment stage d'observation. Alors oui, les attendus sont effectivement pas les mêmes. En pratique, ce qu'on leur fait faire en général, ça va être des examens cliniques, ça va être éventuellement de mener un bout de l'interrogatoire. C'est beaucoup plus morcelé qu'une consultation classique. Moi, ça m'est déjà arrivé en toute fin de stage de proposer à un externe de mener la consultation de bout en bout. Alors, ça s'arrête quand même assez rapidement au moment de rédiger l'ordonnance parce que ça, ils savent plus trop faire. Mais il y en a certains qui sont tout à fait en compétence pour mener une consultation de manière adaptée. Alors, on est toujours là, bien sûr, mais ça peut aller jusqu'à quelques consultations en supervision directe, donc avec le maître de stage qui est présent, mais en gros qui n'intervient pas. Mais le but, c'est surtout de s'assurer qu'ils aient les bases en termes d'examen clinique, d'interrogatoire, et qu'ils voient autre chose que ce qu'ils ont vu jusque-là, à savoir l'hôpital. et comment dire, là, enfin, si on veut, on peut faire ça à partir de demain. Mais on est d'accord que, enfin, on aurait combien d'étudiants à l'année en fait? C'est vous qui choisissez. D'accord. Et Là, on- actuellement, David Hollander, qui s'occupe de ça, a envoyé un mail hier ou avant-hier parce qu'il faut qu'on remonte le calendrier pour toute l'année prochaine. Voilà, on a appris ça de la fac vendredi dernier. Donc, bah, il suffit de dire ses disponibilités. En pratique, ça peut être un mois, 2 mois ou tous les mois. Ça peut être fluctuant, hein. Vous pouvez aussi dire dans 6 mois, bah non, finalement, là, je pourrais pas. Et puis, bah, c'est tout. C'est pas soumis au choix et puis le problème est réglé. C'est en binôme ou trinôme ou c'est tout seul? On fait les 8 demi-journées tout seul pendant un mois. C'est comment que ça se passe finalement? C'est tout seul. Donc là, on a 8 demi-journées, donc 8 Oui. fois 3h30. Oui, c'est ça, c'est ça. Là, c'est vraiment un mois plein chez le maître de stage. 8 demi-journées? 8 fois 3h30, Cécile. Une Ouais, ouais, demi-journée, ouais. c'est 3h30 Oui, maximum. oui, 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 oui. Oui. Après, c'est un repère, hein. Ça peut être un peu moins si vous faites, je sais pas, si vous travaillez 3 jours et demi, par exemple, bah, Ouais. forcément, vous ne pourrez pas faire 4 demi-journées, 4 journées entières. Donc, Mhm. Mhm. mais ça, c'est vraiment pas un problème. D'accord. Merci. Et la rémunération, je pense que c'est pas la même que pour les internes. Si, c'est pareil. Alors Mais ça, qu'on c'est a... surprenant quand même, parce que c'est quand même pas le même travail, hein. Non. Ouais. Ah oui, Et non, non, enfin, c'est sûr qu'on attend beaucoup moins d'un enseignant qui accueille des étudiants en deuxième cycle que du troisième cycle, et clairement, la rémunération, ouais, Et est qu'on beaucoup. accueille un étudiant, deux étudiants, trois étudiants, c'est tout pareil, c'est ça? Ça se cumule. Ça se cumule, d'accord. Mm.
Ok. Alors, comme dit, comme vous êtes en binôme, en trinôme, vous serez rarement rémunéré 3 fois pour le même mois, quoi. Si vous avez un étudiant qui va être là, je sais pas, je vais prendre un exemple en avril-mai, bah, vous serez payé pour avril-mai. Si vous avez un externe en juin, bah, vous serez payé pour l'externe en juin. Je sais pas si l'interne revient un troisième mois en juillet, bah, vous serez à nouveau payé en juillet. D'accord. Non, mais je veux dire, c'est pas, je dis n'importe quoi. Moi, je pensais que c'était genre, on nous donnait 300 euros par mois en tant que maître de stage, quel que soit le nombre d'internes. Non, C'est pas comme ça. non, non, ça c'est fini. Enfin, c'était le cas à un moment comme ça où la fac nous disait non mais c'est bon, vous êtes payé. Et non, non, ça a été revu et corrigé. D'accord, ok, ok. Donc en fonction, si par exemple, je dis n'importe quoi, je décide de prendre un étudiant de deuxième cycle, et puis après, je sais pas, on va voir comment ça s'organise pour les étudiants de troisième cycle, mais c'est un mois chez chaque praticien quand on est en trinôme ou ils divisent la semaine, comment ça se passe? Ça dépend. Il faut que tu Ça t'organises dépend. avec ton binôme ou ton trinôme. C'est vraiment très différent. D'accord, ok. Je À toi dirais de que la règle, c'est plutôt de faire par mois. Ouais. Alors par mois ou par 2 mois, ça dépend comment les trinômes aiment fonctionner. Mais après, ça peut aussi être, comme disait Cécile, des journées. Parce que Si, quand ça se passe, en fait, Yannick, on ne peut pas faire par mois en plus. C'est Ah oui, beaucoup. non, non, pour les ça se passe, c'est très clair. Non, moi là, je parlais On vraiment a du un ça se stage. passe, c'est un autre interne. C'est On est encore autre obligé chose, de oui. s'organiser par jour, en Oui, fait. mais même pour les stages praticiens ou les stages santé de l'enfant, ça pourrait être aussi par journée. On a, Mm. on a deux, trois exemples de. Organisé avec le trinôme ou le binôme. C'est vraiment comme ça que ça marche. Mm. Ok. Et du coup, bah, on en vient aux différents types de stages. Donc, dans le troisième cycle, il y a actuellement, allez, on va dire, trois typologies de stages. Il y a le niveau chez le praticien, c'est en fait le stage qu'ils font en première année, hein, soit au premier semestre, soit au deuxième semestre, en alternance avec les urgences. Donc, bah, parfois, ça va être le tout premier stage d'internat. Donc, par définition, ils ne sont pas encore hyper autonomes et formés. Donc, ça, il faut l'avoir en tête et il faut l'accepter. C'est que avant le stage, avant la réforme, donc avant 2017, le stage de niveau 1, il était en deuxième année. Donc là, ils sortaient, ils avaient déjà fait les urgences. Parfois, ils avaient déjà fait le stage de médecine adulte. Donc, forcément, ils étaient beaucoup plus autonomes quand ils arrivaient en cabinet de médecine générale. Là, c'est moins le cas. L'avantage, c'est que bah, ils sont aussi beaucoup moins préformatés par l'hôpital, c'est-à-dire qu'ils vont avoir beaucoup moins de réflexes hospitaliers quand ils vont être chez vous que précédemment. Donc, c'est aussi une vraie force. Et après, ils vont avoir, durant le reste de leur cursus, en deuxième et ou en troisième année, la possibilité de faire deux autres stages en ambulatoire, un stage santé de l'enfant et un stage santé de la femme. Là, c'est des stages donc chez le praticien où on va cibler des praticiens qui ont une activité plus forte en proportion. Ils vont accueillir plus d'enfants ou plus de femmes avec peut-être plus de gestes gynéco, etc. Et ces stages-là sont couplés avec 3 mois, soit en stage hospitalier aux urgences de pédiatrie ou alors en gynéco, en service de gynéco aussi. C'est que 3 mois, je crois, hein, pour les médecins généralistes. Oui, la plupart du temps, oui. Ah, c'est ça. C'est un stage couplé, en fait. Mais en réalité, c'est souvent quand même pour 6 mois parce que bah, quand il y a un étudiant qui est à l'hôpital, l'autre est en cabinet et il y a un deuxième étudiant qui fait l'inverse. Donc, du coup, là, c'est plutôt par mois qu'on s'organise. On ne peut pas s'organiser par journée. Ça, c'est plus compliqué, oui. Ouais, puis par journée, c'est compliqué, enfin, parce qu'il y a des jours où je fais pas du tout de pédiatrie et il y a des jours où je peux en avoir 4-5 dans la journée, quoi. Enfin, Il c'est faut, très ouais, aléatoire, ça, hein. c'est ça. Bah, après, alors moi par exemple, je suis en stage, enfin j'ai des étudiants en stage santé de l'enfant. Mon binôme entre guillemets, c'est la PMI de Strasbourg. Donc eux prennent l'étudiant 2 jours par semaine, moi je prends l'étudiant 2 jours par semaine. Donc le lundi, mardi chez moi. Bah, par définition, du coup, j'essaye de regrouper toutes les consultations, tous les rendez-vous, les suivis nourrissons. Je les mets le lundi, mardi. Bon, bah, fatalement, il y en a le mercredi et le vendredi aussi, mais bon, on essaye de faire au mieux pour que l'étudiant soit exposé au maximum de situations pédiatriques, mais c'est pas, voilà, c'est pas Mm. exclusif non plus.
Pour vous donner un repère, on regarde sur le SNIR, votre proportion de patients, et on demande à ce que les moins de 16 ans représentent plus de 30% de votre activité. Ce qui va assez vite en pratique, hein. Et si c'est pas le cas, on ne fait pas à ce moment-là de stage santé de l'enfant. Voilà, ça. c'est ça. On est tout à fait possible. Enfin, en gros, pour vous expliquer, des stages chez le praticien, on en a globalement assez. On arrive à tourner avec notre pool de praticiens. Par contre, les stages santé de l'enfant et santé de la femme, là, on n'arrive pas encore à proposer suffisamment de stages ambulatoires. Donc, c'est pour ça que j'insiste un peu là-dessus, parce que dès qu'on a de nouveaux maîtres de stage, on essaye de voir s'ils ne rentrent pas dans les critères d'un stage santé de l'enfant ou santé de la femme. Parce que c'est de ces stages-là qu'on aimerait bien promouvoir le plus pour réduire un petit peu la présence à l'hôpital. Et le stage santé de la femme, il y a aussi un pourcentage? Non, je vois pas comment. Donc, comment vous Non, non. faites? Non, ben là c'est plus une discussion avec le Comparatif. maître de stage, quoi, hein. Alors, c'est marrant parce que les stages santé de la femme, il y a souvent un problème de légitimité. Il y a beaucoup de maîtres de stage qui ne se sentent pas légitimes pour être labellisés santé de la femme, alors qu'ils vont faire plusieurs examens gynéco par jour, enfin, qui ont une vraie activité teintée santé de la femme. Et du coup, on est souvent obligé de leur montrer que, bah si, quand même, leur activité, elle est très particulière, enfin très particulière. Elle est beaucoup plus portée sur la santé de la femme que d'autres praticiens. Et du coup, les étudiants s'en rendent rapidement compte. Mais moi, tu vois, par exemple, santé de la femme, enfin, moi, je fais un peu de gynéco, j'ai fait un peu de PMI à la gynéco, en gynéco, mais enfin, je fais un frottis dans le mois, quoi. Enfin, donc c'est pas, je fais un peu de pilules, mais en termes de fréquence de demande, je sais le faire, mais je le fais Hmm. pas encore suffisamment, à mon avis, pour être labellisé stage santé de la femme, quoi. Oui, c'est pas, encore une fois, hein, c'est pas gênant du tout, hein. C'est juste qu'on essaie de voir avec les nouveaux arrivants s'ils ont cette typologie-là, ou bah, si c'est plus santé de l'enfant, c'est très bien. Si c'est stage chez le praticien, c'est très bien aussi. Enfin, il n'y a aucun problème. Et puis après, c'est une discussion, hein. Il y en a, comme dit, qui se sentent pas légitimes pour avoir cette étiquette-là et qui ont besoin d'abord de faire un peu de stage de niveau 1 et qu'on revoit ensuite, hein. C'est pas du tout un Mm. problème. Et puis inversement, hein, on a eu des praticiens comme ça qui étaient dans les critères santé de l'enfant et qui finalement se rendent compte que bah non, ils préféraient avoir des stages de niveau 1. Bon, on les passe en niveau 1 et puis voilà. Mm. De toute façon, la composition des stages, elle est suffisamment flexible pour qu'on puisse modifier d'un semestre sur l'autre la manière dont on vous intègre. D'accord. Et du coup, je termine avec le dernier stage, le stage Ça se passe, donc c'est le stage en autonomie qui, lui, se déroule entre le cinquième et le sixième semestre. Là, j'ai envie de dire, c'est vraiment le stage où les étudiants prennent la clé de votre cabinet, vont s'occuper du cabinet ce jour-là, et puis vous les voyez le soir en débriefing pour faire le point sur ce qui s'est passé. C'est un peu caricatural présenté comme ça, mais c'est quand même la philosophie, c'est-à-dire que l'idée, c'est de pouvoir les mettre en autonomie complète sur une journée ou une demi-journée pour qu'ils gèrent le cabinet à votre place, avec tout ce que ça suppose de supervision et de disponibilité en cas de besoin, etc. Mais le principe est quand même celui-là. Et on a quand même notre téléphone dans la poche si jamais il nous appelle n'importe quand dans la journée. On n'est pas loin, hein. Voilà. Il faut pas, enfin, c'est pas un remplaçant, donc il faut pas être en vacances à ce moment-là, il faut être disponible. Enfin, voilà. Ça reste de l'enseignement et alors ça reste du temps pour le maître de stage parce que il y a un débriefing derrière et que bah, à votre journée de consultation classique se rajoute du coup 1 heure 2 heures de débriefing que vous aviez peut-être pas si vous aviez été seul ce jour-là. Bah, Et on non, peut aussi couper en non. deux, hein. Ça se passe, on peut pas consulter. Si le passe, Non, non, enfin, non, mais donc du coup, je prenais l'exemple par rapport à quand vous n'avez pas d'interne en fait, hein. euh, C'est-à-dire qu'en fait, ça te fait finir plus tard parce que lui, il finit sa journée à 19h et qu'après, tu as 1 heure à 2 heures de débriefing. C'est ça qu'il veut dire. oui, bien sûr, mais si on fait du SAS, si on fait par exemple que de l'accueil de ça se passe, le jour où le ça se passe consulte dans notre cabinet, oui, on a 1 heure et demie à lui accorder en fin de journée, mais tout le reste de la journée, on aura pu faire autre chose, quoi. Donc finalement, Ah oui, oui, bien sûr, ça bien nous sûr. libère du temps, quoi.
Oui, 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 bien sûr. Non, mais c'est sûr. Mais moi, je vous donne le point de vue de ma femme qui me dit depuis que tu as des étudiants, tu rentres plus tard. C'est vraiment ça. Ouais, Il faut l'avoir en tête, quoi, hein. Mais ça s'organise quand même. Si on débriefe le midi et le soir, c'est quand même vachement plus facile le soir, par exemple. ouais, ouais. Oui. Oui, Non, oui. ça s'organise vraiment. Mm. Mm. Et Ouais. demain, la quatrième année, puisque on nous parle d'une quatrième année depuis pas mal de temps, et surtout, on attend là les textes de loi incessamment sous peu pour que ça s'applique à partir de la rentrée de novembre 2023, mais on les a toujours pas, donc on sait toujours pas ce qu'il va y avoir dans cette quatrième année en termes de stages, mais il y aura forcément des stages et forcément en ambulatoire, puisque c'est la volonté qui a été affichée par le gouvernement et les différents intervenants sur ce dossier. Mais du coup, ils ont presque plus de stages à l'hôpital alors. Mm. Actuellement, ce qu'ils ont d'obligatoire à l'hôpital, c'est le stage aux urgences, c'est le stage de médecine adulte, et, et tout le reste, ils peuvent le faire en ambulatoire. Mais qui fait Un tout? petit peu pour la pédiatrie et la gynéco aussi, quand ils ont un stage, Alors, il y a des le stages stage qui sont complet avec totalement général. autonomes, totalement ambulatoires, pardon. Il y en a qui sont moitié ambulatoires, moitié hospitaliers, mais Ouais, ouais. théoriquement, aujourd'hui à Strasbourg, en tout cas, il y a des étudiants qui pourraient ne faire que 2 mois, enfin 2 semestres, pardon, à l'hôpital sur les 3 ans. Mais il n'y a plus personne pour faire tourner les hôpitaux alors. Ah, qu'il dites-vous, ma bonne dame? Oui, non, mais ça, c'est la discussion récurrente avec les chefs de service, oui. Oui. Ah bah ça c'est sûr, hein. Mm. Et on bataille, on bataille, on bataille, on bataille, notamment là la semaine dernière avec la pédiatrie de Colmar, pour pas pas stigmatiser, Ah ouais. mais tous les hôpitaux sont en souffrance et le problème c'est que bah, les promotions de médecine générale elles augmentent pas, en tout cas pas à Strasbourg. On a un nombre qui est le même, 120 étudiants depuis des années et ça monte Ouais. pas et du coup les besoins des hôpitaux eux vont plutôt croissant et bah voilà. Mm. 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 Ok. J'ai quasiment terminé. Juste pour vous dire que, évidemment, dans cette aventure, vous n'êtes pas seul, puisque, il y a deux types de ressources. Coucou. Il y a deux types de ressources. Il y a le département de médecine générale avec bah, des enseignants qui sont soit sur un statut d'universitaire, donc des professeurs d'université, alors on n'en a pas à Strasbourg, mais des maîtres de conférences des universités qui ont du coup un mi-temps à l'université, un mi-temps en cabinet ou des enseignants associés. Donc ça, c'est une autre typologie de contrat. En l'occurrence, bah, moi, par exemple, je suis associé. Ça suppose que je fasse un quart temps à l'université et du coup, bah, le reste du temps en cabinet. Bon, les différents statuts de professeur, de maître de conf, de chef de clinique, d'assistant et aussi des intervenants plus ponctuels, les enseignants vacataires, les moniteurs, les tuteurs, qui sont également des enseignants qui sont bah, très utiles pour le suivi des étudiants, puisque actuellement, tous les étudiants sont suivis par un tuteur sur l'intégralité de leur internat, avec donc un accompagnement individuel et des cours qui sont proposés pour les étudiants sur les 3 années et qui sont organisés par les tuteurs. Et le pendant non universitaire de ce pilier-là, c'est le Collège régional des généralistes enseignants. Donc, c'est une association qui est affiliée au Collège national des généralistes enseignants, donc le collège disciplinaire qui regroupe les enseignants de médecine générale, le CNGE. Et le CRGEA, donc le collège régional, a pour vocation de regrouper les maîtres de stage en région, de proposer les formations à la maîtrise de stage, et aussi d'avoir bah, une vocation syndicale. Et je vais y venir juste après par rapport aux formations pour répondre à la question du début du webinaire. Juste encore quelques prérequis pour devenir maître de stage. Donc, il faut obtenir l'agrément dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Qu'est-ce qu'on va vous demander pour obtenir cet agrément? On va vous demander d'être diplômé dans votre spécialité, donc d'avoir un diplôme de médecine générale, d'exercer en ambulatoire, d'avoir au moins un an d'exercice dans la discipline et d'être formé. Donc, on va vous demander d'avoir suivi une formation à l'initiation à la maîtrise de stage. La difficulté, c'est que ces agréments sont délivrés sur la base de campagnes d'agrément par la faculté et que ces campagnes, elles ont lieu une fois par an.
Cette année, donc c'était en février-mars, et donc à fin mars, c'était fini. Donc les gens qui souhaitent avoir un agrément doivent remplir un dossier d'agrément sur cette période-là. Bah, quand on arrive après, bah, c'est trop tard. Et le problème, c'est que l'agrément, il est donné pour la rentrée universitaire suivante, donc pour novembre 2023. Donc, ceux qui ont candidaté là en février-mars 2023, ils vont avoir des étudiants à partir de novembre 2023. Donc, si parmi vous, par exemple, bah, vous avez fait la demande d'agrément, bah, très bien. Si par contre la demande d'agrément n'a pas été faite, à ce moment-là, ça veut dire qu'il faudra la faire début 2024 et que le premier étudiant en troisième cycle qui viendra dans votre cabinet, ce sera au plus tôt en novembre 2024 C'est pour le troisième cycle, c'est ça? pour le troisième cycle. Pour le deuxième cycle, il n'y a pas encore besoin d'obtenir d'agrément. Ça va venir, mais c'est pas encore tout de suite. Et donc, pour terminer bah, la formation, alors, en fait, jusque-là, ça se passait plutôt bien, puisqu'on a formé en Alsace, il y a 350 mètres de stage, à peu près un tiers dans le Haut-Rhin, deux tiers dans le Bas-Rhin. On forme chaque année, enfin, le CRGEA organise chaque année une petite dizaine de formations à la maîtrise de stage, alors de l'initiation, du perfectionnement. Voilà, tout allait bien jusque-là, dans le meilleur des mondes, jusqu'à cette année où, en fait, je le disais tout à l'heure, il y a eu un changement réglementaire avec la définition de critères de formation à la maîtrise de stage qui sont très en dessous des standards qu'on avait jusque-là et qu'on appliquait jusque-là. Pour vous donner qu'un ordre d'idée, ce que demande le décret, c'est une demi-journée de formation pour devenir maître de stage. Et bah, comme vous le voyez là, nous, l'initiation à la maîtrise de stage qu'on propose, c'est une formation sur 3 jours. Donc, il y a eu un bras de fer entre le Collège national, l'agence du TPC, etc., pour faire reconnaître le fait que bah, nous, l'initiation à la maîtrise de stage, c'était sur 3 jours et pas sur une demi-journée. L'agence du DPC n'a pas cédé complètement puisqu'elle a autorisé l'organisation de certaines formations au rabais puisque c'est sur des critères plus courts et moins 10 ans. Et du coup, on se retrouve avec une seule formation cette année en Alsace, sauf surprise de dernière minute, mais en tout cas, pour le moment, il n'y en a qu'une seule qui est prévue, qui va se dérouler en juin prochain. Et ce qui s'est produit, c'est que la formation a mis du temps à être labellisée par le DPC. Ah oui, Et quand au moment où on a eu le numéro d'agrément du DPC, où la formation a été agréée, et ben, on l'a transmis aux personnes qui étaient intéressées, évidemment, pour s'inscrire sur le site du DPC, sauf qu'entre-temps, elle était disponible pour n'importe quelle inscription de n'importe qui sur le site du DPC, et donc on a eu des inscriptions de personnes hors Alsace qui se sont mises sur ces formations. Et du coup, on avait une trentaine de participants prévus alsaciens sur cette formation. Donc tout allait bien. Et on s'est rendu compte quelques jours après l'ouverture des inscriptions que bah, sur cette trentaine, il y en avait 5 ou 6 qui n'étaient pas alsaciens. Et donc le seuil de formation est toujours à 30, sauf que on se retrouve avec, bah, comme vous, quelques personnes qui étaient intéressées, qui avaient pris contact avec l'organisateur, avec Florent, qui avaient tout bien fait jusque-là, mais qui du coup n'ont pas pu s'inscrire sur le site du DPC parce qu'il n'y a plus de place. Et on en est toujours dans cette situation-là, avec en plus des gens d'autres régions qui viendront peut-être même pas, quoi. Donc voilà, on est un peu bloqué par ça pour le moment. Et Euh, on, et on et a on demande effectivement quoi pour quelques changer collègues. ça? Pardon? On pourrait faire quoi pour accepter, ben, pour accueillir quand même les personnes qui étaient intéressées, qui n'ont pas pu s'inscrire? Ça manque d'enseignants ou ça manque de quoi? Alors, 30, c'est vraiment la limite au-delà de laquelle on peut difficilement aller en termes d'organisation pour que la formation reste de bonne qualité pour tout le monde. Par contre, ce qu'on va certainement faire, mais bon, là, je ne peux pas le dire dans ce webinaire enregistré, mais on trouvera une solution pour quand même former les personnes qui souhaitent être formées parce que le seuil de 30, il sera peut-être, enfin, encore une fois, il sera peut-être même pas atteint dans les faits parce qu'il y aura peut-être pas 30 personnes qui seront présentes. Donc, c'est idiot de refuser des gens alors qu'ils sont motivés pour venir et que
et que ça va décaler du coup la possibilité d'accueillir des internes d'un an. Donc, on reviendra vers vous assez rapidement pour trouver une solution là-dessus, mais gardez les dates pour le moment et si vous avez déjà un remplaçant, gardez-le parce que on trouvera une solution pour ça. Du coup, Sonia, ça répond à tes questions du début? On t'entend pas. Oui, c'est bon. Oui, une question quand même supplémentaire. Si jamais, dans l'optique où ça ne marche pas, je garde ma demande d'agrément quand même pour l'année prochaine ou pas? Oui, oui, oui. De toute façon, la demande d'agrément, elle a été faite, elle a été validée d'ailleurs. Mais comme c'est une première demande d'agrément, c'est un agrément qu'on dit conditionnel, donc c'est un agrément d'un an. Donc de toute façon, il faudra refaire la demande d'agrément l'année prochaine. Ça, c'est le processus normal. Mais oui, oui, ça n'a pas ça n'a pas d'impact là-dessus. Et si je comprends bien, je garde quand même alors mes dates bloquées parce que c'était Pour le une. moment, oui. Pour le moment, oui, oui, oui. On a, pour rien vous cacher, on a une réunion ce soir au niveau national justement pour faire le point sur toutes ces formations parce qu'évidemment, chez nous, on a cette situation-là, mais dans d'autres villes de France, c'est la même chose. Et là, on va certainement partir sur des actions un peu plus dures pour mettre en place un bras de fer un peu plus musclé pour aboutir à ce qu'on puisse quand même former des maîtres de stage un peu partout. Il faut quand même se dire que pour la première année, au niveau alsacien et au niveau national, le nombre de maîtres de stage va baisser, ce qui est une première. Enfin, c'est jamais arrivé depuis plus de 10 ans où on forme des maîtres de stage à l'accueil d'étudiants, ce qui est en complète contradiction avec tous les objectifs politiques affichés d'accès aux soins, de tout ce que vous voulez. Enfin bref, c'est incompréhensible, c'est ubuesque, c'est Ouais, tout du ce que vous coup, voulez, mais voilà. on n'explique pas du coup pourquoi il y a une baisse. Non. Ah bah c'est juste qu'on peut pas proposer les formations pour les maîtres de stage et du coup, pourquoi on peut pas proposer les formations? Parce que l'agence du DPC bloque les formations qu'on propose, quoi. Et du coup, il n'y a pas de financement, c'est ça en fait. C'est ça C'est le ça, nerf de la guerre. c'est C'est ça, les financements en fait, hein. c'est ça. Non seulement les organisateurs, bah, il n'y a pas de financement, mais les participants aussi ne sont pas financés. Mhm. Mhm. Ok. Et du coup, j'avais une question, je t'avais posé une question, Yannick, avant le webinaire, c'est par rapport au pourcentage de maîtres de stage dans les autres facs ou dans les autres régions, on est comment, nous, en Alsace? Alors, c'est toujours pareil, ça dépend à qui on se compare. Si on est à l'échelle du Grand Est, on est évidemment plutôt bien loti parce que bah, il y a beaucoup de médecins en Alsace et traditionnellement, il y a quand même un développement de la maîtrise de stage qui s'est fait assez tôt. On est à peu près à 15%, entre 12 et 15% des médecins qui sont MSU, enfin, qui ont un agrément de maîtrise de stage, donc c'est plutôt pas mal. Si vous allez à Reims, évidemment, ça chute. Ils sont à moins de 10%, par exemple. Ou à Nancy, c'est un tout petit peu mieux, mais c'est à peine mieux, quoi. Après, il y a d'autres régions en France où c'est beaucoup plus développé encore. Il y a différents modèles d'organisation. On peut être maître de stage de niveau 1 et de ça se passe. On peut dire, bah, écoutez, nous, on préférait que les maîtres de stage ils fassent que un niveau, donc il en faut plus. Enfin, tout est envisageable et de toute façon, c'est un nombre qui va être appelé à augmenter puisque s'il faut que tous les étudiants qui vont passer en quatrième année soient en stage de médecine générale, bah, ça veut dire qu'il faut 120 terrains de stage d'ici 3 ans en plus, quoi, qui n'existent pas actuellement. Donc, on va pas pouvoir les créer avec le pool de maîtres de stage existant. Et au niveau national, il y a combien de médecins généralistes en pourcentage? On sait ça, pas du tout. Il n'y a pas de chiffre. C'est pareil, ça tourne autour de 10% à peu près, 10 à 15%, ça dépend des régions. Et bah, au niveau national, c'est 15 000 mètres de stage, hein. D'accord. Et j'ai une question un petit peu plus locale, en fait. Tu as dit qu'il y avait 2 tiers dans le Bas-Rhin, 1 tiers dans le Haut-Rhin. Oui. Est-ce que, il y a des remontées d'étudiants qui disent qu'ils ont du mal à venir dans le Haut-Rhin, justement parce qu'ils viennent tous de Strasbourg, il faut bien le dire. Est-ce qu'ils Ouais. ont besoin qu'on leur trouve un logement ou pas? Parce que comme on est dans la CPTS, on se pose la question éventuellement de proposer un logement. Je sais qu'à Mulhouse, ils le font, ils ont déjà ça. Mais Mulhouse, c'est plus loin que Colmar. Oui, Donc, je ne sais pas s'il y a eu des remontées pour les étudiants de Colmar. Moi, pas pour l'instant, mais est-ce que ça vaut le coup qu'on pour s'investisse? Colmar, pas particulièrement. Après, ils ont des stratégies d'évitement hein, pour justement, bah, quand ils n'ont pas de voiture ou qu'ils n'ont pas de logement, pour se débrouiller autrement.
Mais c'est sûr que s'il y avait une possibilité de logement, je pense qu'elle serait prise, hein. À Colmar aussi, du coup, pas À que à Mulhouse. Colmar aussi, oui. D'accord. Ouais. Ok, on va y réfléchir alors. Ça marche. Et question pratico-pratique, c'est quoi la rémunération? Bah Ah. non, mais c'est le nerf de la On guerre, pose hein, on va toujours la pas perdre de question. l'argent non plus, hein. Non, on pose toujours la question et c'est normal. Alors, il y a deux statuts pour être rémunéré. Je vais peut-être enlever le. Donc, notez juste le mail, hein, si jamais vous avez des questions. Mais il y a deux manières d'être rémunéré quand on est maître de stage. Il y a la rémunération aux honoraires, donc qui vont être inclus dans votre BNC. À ce moment-là, la rémunération, elle est de 600 € par mois. Donc c'est plutôt bien. Ouais, Et c'est bien. c'est plutôt assez rare de trouver des maîtres de stage qui sont rémunérés pour accueillir des internes, enfin pour accueillir des étudiants tout court d'ailleurs. Et si vous êtes, alors, vous avez la possibilité d'opter pour un autre statut, et d'ailleurs, moi, j'ai plutôt tendance à le conseiller parce que, il est souvent plus avantageux d'un point de vue fiscal. C'est le statut de COSP, de collaborateur occasionnel du service public. C'est d'ailleurs le statut par défaut que la fac vous donnera si vous devenez maître de stage. En gros, de quoi il s'agit? C'est que l'université considère que vous êtes un intervenant régulier de l'université et donc va vous payer comme si vous étiez un quasi-salarié. Je dis quasi-salarié parce qu'il paye une partie des charges sociales, mais pas la totalité non plus. Vous cotisez pas une caisse de retraite en étant COSP, par exemple. Mais du coup, vous allez toucher un tout petit peu moins sur vos rémunérations, puisque vous aussi, vous allez cotiser à une partie de CAG, CRDS et compagnie. Donc, on est à de mémoire 550 € ou 560 €, je ne sais plus par mois. Mais du coup, ce que vous touchez pas de ce côté-là, bah, vous payez pas non plus de charges, on va dire, libérales dessus. Vous payez pas votre CARM, votre URSSAF là-dessus. Oui, c'est compté comme un salaire. C'est ça. Pour vous, c'est dans la case salaire que ça doit être déclaré. Oui. D'accord. Et donc, si par exemple, je décide de prendre un étudiant de deuxième cycle, enfin un externe au mois de septembre, par exemple, Très j'ai bonne idée. rien à faire à part que dire je veux bien prendre un étudiant en septembre. C'est ça. Vous me faites un petit mail, je le transfère à David et puis il reprendra contact avec vous pour les disponibilités plus précises. Et ça, du coup, ce serait rémunéré 550 € si on a le statut de... De COSP, oui. Oui. D'accord, ok. Et du coup, là, il y a les 8 demi-journées et c'est sur tout le mois. D'accord. Mais Un du mois, oui. coup, tous les mois, les étudiants ont Non, alors c'est un des peu. terrains de stage parce que est-ce qu'ils ont des cours, mais en fait, s'ils sont en demi-promo, ils s'alternent. Enfin, C'est comment ça. ça se passe? Oui, ils alternent en fait entre les stages et les cours, donc ils sont à temps plein en stage, hein. Et du coup, c'est ça qui est un petit peu leur calendrier est un petit peu morcelé. Par exemple, les 2 premières semaines de janvier, ils ont pas du tout de stage, donc ça décale les autres stages. Donc par exemple, septembre, octobre, novembre, décembre, ça va être des mois pleins, et puis après on passe du 15 janvier au 15 février, du 15 février au 15 mars, etc., etc. Donc bon, c'est un peu casse-tête en termes d'organisation, mais ça, c'est un calendrier qu'on peut vous fournir sans problème. Parce que c'est pareil, il faut qu'on trouve des mois où on prend pas du tout de vacances, quoi. C'est mieux. Alors, si vous partez une semaine en vacances, personne ne vous en voudra, mais il ne faut pas que ça tombe dans votre semaine, dans vos vacances d'été, quoi. Oui, 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 oui. Enfin, faut pas qu'on parte 3 semaines sur le mois où on accueille. Là, on est C'est ça. d'accord. C'est ça. Sinon, c'est un peu compliqué. Ok, mais donc du coup, vous avez besoin de mettre de stage chaque mois, quoi, finalement, pour les étudiants, les externes. Ah oui, Parce oui, 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 quasiment, oui. Oui. qu'en septembre, ils commencent la fac début septembre, c'est Oui. pas mi-septembre? D'accord, ok. Ok. Et on est d'accord, hein, là, maître de stage, on n'a pas besoin de relire des mémoires, des machins, des trucs. Non, parce que moi, je veux surtout pas faire ça. Tuteur qui Pas fait ça. maintenant. C'est le tuteur. Ça, c'est le tuteur, hein. Alors, c'est marrant parce que Tu peux c'est lui donner des travaux écrits en plus, mais enfin, il y a des recherches à faire. Hein. Et ça, tu peux les regarder avec lui, mais c'est en plus. C'est le tuteur qui s'occupe du reste. Voilà.
Pour être très clair, c'est une discussion qu'on a actuellement au niveau du département de médecine générale. Alors, pas tellement pour les stages de niveau 1 parce que c'est déjà relativement prenant, mais typiquement pour les stages, ça se passe. On se demande si on ne devrait pas demander, comme d'autres facs le font, une redevance pédagogique. C'est-à-dire que ceux qui ont un interne, ça se passe, et qui ont du coup un peu de temps mis à disposition par la présence de cet interne, il pourrait peut-être devenir également tuteur ou encadrer également une thèse, par exemple. Enfin bref, on pourrait demander comme ça un engagement à faire de plus, ce qui est finalement plutôt assez naturellement aujourd'hui. Et on serait plus sur rappeler ce principe-là que vraiment le rendre obligatoire. Mais en tout cas, la règle aujourd'hui, c'est qu'on ne vous demande rien de plus, mais évidemment, on vous incite, si vous le souhaitez, à vous engager davantage dans l'enseignement, mais c'est pas du tout obligatoire. Ça marche. Ok. Ok. Pourquoi on le fait, notamment pour la direction de thèse? Parce que là encore, avec l'arrivée de la 4e année, ils vont devoir tous soutenir leur thèse avant la fin de la 3e année. Donc vous imaginez le télescopage entre tous ceux qui sont à la ramasse et qui actuellement et tous ceux qui arrivent, qui vont devoir la passer avant la fin de la 3e année. Enfin, il y a un moment, il va y avoir un goulet d'étranglement là qui va faire que ça va pas pouvoir être toujours les 20 mêmes qui dirigent les thèses, quoi. Et puis ça prend du temps. Et ça, c'est pas payé par contre. Et ça, c'est pas payé. Alors ça, voilà, ça c'est une autre réflexion qu'on a justement pour au moins mettre quelque chose de symbolique en place pour rémunérer cet engagement qui est un vrai engagement, qui demande vraiment du temps. Bah, oui, c'est ça qui demande vraiment du temps, quoi. Enfin, si on veut faire les choses correctement. Et là, on est loin, là, déjà. Déjà, si on est maître de stage, c'est déjà bien. C'est déjà bien. On va plus loin, Merci mais c'est bien de Cécile se projeter. de voir la positive attitude. Non, mais vous inquiétez pas, je note, hein. Non, 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 mais voilà, enfin après, voilà, moi, en ce qui me concerne, je suis encore avec des enfants en bas âge, enfin, ils ont besoin de moi, quoi, enfin, je trouve que je fais déjà beaucoup d'heures, Toi, tous après, les on a âges, tous... t'inquiète pas. Hein? Ils ont besoin de toi à tous les âges. Oui, ça, j'en doute pas, mais enfin, voilà, et du coup, moi, je veux bien m'engager, mais pas complètement, quoi, enfin... C'est pour ça qu'on ne peut pas tout faire d'un coup. Là, il faut y aller doucement. C'est ça. Après, pour terminer sur une note positive, ça a été prouvé scientifiquement, hein, étude à la clé, que les maîtres de stage faisaient moins de burn-out que les autres professionnels, enfin les autres médecins généralistes. Donc, tout ça pour dire que ça peut paraître comme un engagement supplémentaire, mais ça l'est pas forcément tant que ça. Et au contraire, ça modifie quand même pas mal le rapport qu'on peut avoir déjà avec un jeune professionnel et puis aussi avec ses patients. Et moi, je me souviendrai toujours, un de mes patients, quand j'ai eu mon premier étudiant, il m'a dit, ah bah dis donc, vous devez être bon, vous, pour qu'on vous mette un étudiant en stage chez vous. Extraordinaire. Moi aussi, on m'a dit ça. Mais je dis, mais ça n'a Et rien à j'ai dit, ouais, oui, j'avais jamais vu ça comme ça, mais, mais pour dire qu'il y a des représentations qu'on maîtrise absolument pas chez nos patients et du coup, ça change aussi leur regard sur nos pratiques. Alors aujourd'hui, c'est plutôt des patients qui râlent parce qu'ils voient plutôt l'étudiant que moi, mais c'est un autre problème. Ouais, voilà, c'est ça, hein, c'est ça. Déjà, quand on prend les vacances, ah, docteur, vous êtes jamais là. On n'est jamais assez là, de toute façon. Ouais, ok. Ben, merci. Je crois qu'on a dépassé le temps pour ceux qui sont en retard pour leur consulte en plus. Donc, c'était chouette. Merci d'être venus tous les trois. Merci à tous, vraiment. En tout Et cas, puis, il va n'hésitez falloir pas qu'on si vous fasse avez plus des de questions. publicité pour les autres prochaines fois, si je comprends bien. Merci pour votre temps à tous. Merci.